Bonjour à tous. Nous allons sans plus attendre commencer cette journée pour rester dans les temps d'un programme qui est bien chargé et qui va nous réunir toute la journée durant au Champ Libre sur la thématique des musées et droits culturels. Simplement un mot d'accueil au nom du comité de direction des Champs Libres, Corinne Poulain, que je salue, la directrice des Champs Libres, mes collègues, Marine Bedel, directrice de la bibliothèque, et Michel Cabaret, directeur de l'Espace des Sciences, pour vous accueillir dans cette belle maison des Champs Libres et dans cette belle salle de conférence pour une journée d'études thématiques que nous avons placée sous un triple sceau d'apports théoriques, d'échanges entre nous et de retours d'expérience, et qui est complètement connecté, et je souhaite faire passer ce message à une très belle rencontre que nous avons eue hier ici au Champ Libre. Nous avons accueilli Cynthia Fleury, philosophe, psychanalyste, qui va être pendant 3 ans une personnalité associée qui présidera le conseil d'établissement des Champs Libres. Et je voudrais, sans trahir sa pensée parce qu'elle est tellement brillante, mais simplement vous faire partager peut-être ce que j'ai retenu et qui me semble à l'endroit des discussions que nous allons pouvoir avoir aujourd'hui, que véritablement les Champs Libres et les musées, dans leur mission de service public, sont à l'enjeu de cette question les transmissions et considèrent vraiment les personnes comme des sujets. Il y a eu des mots très forts sur cette problématique de refabriquer du commun, et notamment par la problématique de la production de l'engagement, et je pense que ça va faire partie des sujets qu'on va aborder aujourd'hui durant cette journée. Voilà, sans plus attendre, je vais proposer à Benoît Careil, adjoint à la culture de la ville de Rennes, d'ouvrir cette journée, et j'excuse par avance Hervé Le Thor, vice-président en charge de la culture à Rennes Métropole, qui ne peut être présent avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, j'excuse également Hervé Le Thor qui m'a demandé si je pouvais venir le remplacer. Et c'est avec plaisir que j'ai répondu à sa demande, d'autant plus que je m'étais déjà inscrit pour toute la journée, pour rien vous cacher, parce que cette journée m'intéressait particulièrement. Depuis 2015, la ville de Rennes et la métropole, mais aussi la région Bretagne et le département d'Ille-et-Vilaine, se sont mis ensemble en mode recherche et développement pour réfléchir aux moyens d'exercer leur nouvelle responsabilité de respecter les droits culturels des personnes. Égale dignité des personnes et de leur identité culturelle, liberté d'expression, de création et de programmation, droit de chacune et de chacun à participer à la vie culturelle, à s'instruire, à enrichir à tout âge sa culture personnelle pour se sentir plus libre, plus en capacité d'être en relation et en échange avec l'autre, à prendre part personnellement au défi de mieux faire humanité ensemble. Nos 4 collectivités, avec le soutien de la DRAC Bretagne, interpellent et mobilisent aujourd'hui leurs institutions et leurs partenaires culturels pour qu'elles s'engagent dans cette nouvelle voie. Les musées d'art et de société sont bien entendu particulièrement concernés par ce changement de paradigme, et je sais que vous y travaillez déjà. L'enjeu est d'importance, c'est celui de construire un monde durable qui n'exclut personne et qui préserve et partage notamment la diversité de ses ressources patrimoniales, matérielles et immatérielles, culturelles et artistiques, passées, actuelles et en devenir. Merci à ICOM, au Musée de Bretagne et au Champ Libre, d'avoir organisé cette journée d'études ici, dans la capitale bretonne, dans une collectivité qui s'est donnée comme slogan depuis les années 90, « Vivre en intelligence ». Cela fait particulièrement sens pour nous, et j'espère que nous terminerons tous et toutes cette journée avec plus de liberté, de capacité et de détermination à agir. Merci. Voilà, je vais très rapidement passer la parole à Juliette Raoul-Duval, présidente d'ICOM France, mais auparavant, nous voulions toutes deux dédier cette journée à Louis André, professeur à l'université Rennes 2,
qui est décédé très récemment et pour lequel nous sommes tous, la communauté des musées et de nombreux étudiants qui sont dans la salle aujourd'hui, très affectés et bouleversés. Louis-André est une personne qui a beaucoup compté dans le champ des musées de société. Juliette va dire un petit mot parce qu'elle est également très liée par son institution aujourd'hui à Louis. Et voilà, je vous propose de placer cette journée en sa mémoire. Oui, merci Céline d'avoir pris cette initiative. Louis-André a été conservateur et l'un des principaux artisans de la rénovation du musée des arts et métiers, auquel j'appartiens moi-même. Et sa mort a bouleversé tous mes collègues, et au nom de tous mes collègues, je manifeste ici mon émotion et trouve extrêmement important qu'on lui dédie aujourd'hui cette journée. Je continue. Bonjour, donc chère Céline, chère Corinne Poulain, monsieur Benoît Careil, adjoint aux cultures, au maire de Rennes, chers collègues d'ICOM, salut aussi à Michel Cabaret, mon vieux complice professionnel. Bonjour à tous. Merci, chers amis rennais, de nous accueillir dans ces champs libres où nous parlerons aujourd'hui d'une liberté singulière, celle pour chacun de vivre son identité culturelle. Cette journée, nous l'avons voulu ensemble. Roland Thomas, alors au Champ Libre, avait proposé à ICOM France d'accueillir sa journée professionnelle nationale 2018. Les choses se sont déroulées un peu autrement pour la journée nationale, mais la proposition était si convaincante et la volonté de Rennes, de Céline Chanas et de son équipe de tenir un débat sur ces questions avec ICOM France était telle qu'on a poursuivi dans cette voie et nous y sommes. Rennes, la Bretagne, les droits culturels ont une longue histoire en commun et l'on sait l'implication de vos élus pour la loi NOTRe, la loi création, architecture et patrimoine. Pour les professionnels de musée que nous sommes tous ici, le droit à l'éducation, le droit de participer à la vie culturelle qui fonde, mais ne résume pas, bien sûr, les droits culturels, sont notre credo explicite. En tout cas, depuis 1986, c'est la première version de notre code de déontologie de l'ICOM. C'est ainsi libellé dans le code. Les musées ont l'important devoir de développer leur rôle éducatif et de drainer le public le plus large qui soit de la communauté, de la localité ou du groupe qu'ils servent. Interagir avec la communauté et promouvoir son patrimoine font partie du rôle éducatif du musée. C'est le principe numéro 4 du code de déontologie. Il était donc logique que dans une journée musée et droit culturel, une large place soit faite à l'ICOM et à son code fondateur. Difficile d'introduire ce grand débat d'aujourd'hui sans penser à l'autre grand débat, le national, dont certains observateurs avisés, je vais les citer, par exemple Michel Guérin dans Le Monde du 26 janvier, relève qu'il parle de tout sauf de la culture. La lettre aux Français emploie une fois le mot culture en ces termes, l'impôt finance nos services publics, notamment notre culture. J'ajoute aussi peut-être une citation de Jacques Attali le lendemain dans la Tribune des Arts, je cite « La culture n'est pas un sujet de débat, parce que tout le monde s'en moque, c'est Jacques Attali quand même, parce que personne ne la réclame, sinon ceux qui, grâce à leur environnement social, l'ont déjà et ne sont pas en situation d'en manquer. » C'est un peu désabusé, mais peut-être certains d'entre nous peuvent partager, en tout cas pour partie, cet amer constat. Le ministre de la Culture a eu une semaine plus tard peut-être rattrapé la balle au bond, et tant mieux, en invitant lors de ses vœux les lieux de culture à ouvrir leurs portes au grand débat, peut-être dont acte. D'une certaine manière, et sans vouloir crâner, nous n'avions pas attendu. Depuis 2 ans, nous, en tout cas à ICOM France, nous mettons sur la table de nombreuses questions qui concernent la vie quotidienne des professionnels de musée. On a débattu de nos métiers, du bouleversement du paysage professionnel qui s'opère. Certains ont évoqué, peut-être un peu légèrement, mais peut-être pas, l'ubérisation qui gagne quand des tâches autrefois confiées à des salariés statutaires sont désormais sous-traitées à des auto-entrepreneurs. On a débattu il y a quelques semaines des risques, tous les risques, de l'incendie à l'attentat, du vol aux risques psychosociaux, en invitant nos collègues du Comité international sur les risques, le Comité international d'ICOM sur les risques. On débattra la semaine prochaine des restitutions et des enjeux professionnels sous-jacents. Il y a des enjeux diplomatiques, géopolitiques, on le sait. Il y a des enjeux moins apparents de cœur de métier, restaurer, conserver, transporter, exposer, s'y former. Là encore, notre
code de déontologie nous est précieux. Son chapitre 4 commence ainsi: les musées travaillent en étroite coopération avec les communautés d'où proviennent les collections, ainsi qu'avec les communautés qu'ils servent. Je crois qu'on est dans l'actualité. C'est pourquoi nous avons pensé que poser la question musée et droit culturel nous ramenait naturellement et inévitablement à ce texte fondamental qu'est le code de déontologie des musées, charte qui fonde notre culture commune, puisqu'en devenant membre d'ICOM, on s'engage à le connaître et à le respecter. Ce n'est pas rien quand on pense qu'ICOM, c'est 40 000 membres, répartis dans 135 pays, et que ce texte est traduit en 36 langues. Je remercie vivement notre collègue Johannes Belz, au nom du comité de déontologie d'ICOM, d'avoir accepté de venir nous en rappeler les fondements cet après-midi. Je remercie Isabelle, Anatole Gabriel de l'UNESCO, UNESCO dont l'ICOM est partenaire, de venir cet après-midi nous rappeler le contexte dans lequel les droits culturels ont émergé. Merci aux intervenants de ce matin, Patrice Meyerbisch et Gabi Dolph Bonnequimper en particulier, et à ceux de la table ronde, qui vont dès maintenant parler de toutes ces questions, qui vont auparavant aussi rappeler la convention de Faro et préparer le débat qu'on espère grand, sur des retours des expériences vécues dans différents musées. Bonne journée à tous, merci d'être si nombreux ici. Voilà, pour compléter donc la présentation de la journée, je voudrais simplement vous donner peut-être quelques éléments pratiques et les partager avec vous. Donc, nous aurons ce matin le plaisir donc de commencer par on va dire une double introduction théorique, le droit au patrimoine, une obligation commune, avec des apports théoriques de Patrice Meyerbisch, philosophe, président de l'Observatoire de la diversité des droits culturels, à l'origine de la déclaration de Fribourg, et Gabi Dolph Bonnequimper, qui nous vient de Berlin, historienne de l'art, ancienne conservatrice du mur de Berlin, et qui a beaucoup œuvré pour la convention de Faro. Après cette introduction théorique, donc place à une table ronde qui verra, on va dire, échanger et mettre, on va dire, au débat un certain nombre de cas pratiques qui sont issus en fait d'un appel à contribution que nous avions lancé à l'automne avec ICOM France et qui permettent d'avoir un panel d'expériences qui se réclament ou non des droits culturels, mais en tout cas qui poseront le sujet au cœur du débat. Donc des collègues de Bretagne, mais également de Normandie et d'Alsace, donc finalement un tour d'horizon des musées, et qui nous emmènera aussi avec l'école parallèle imaginaire à faire un pas de côté, notamment à voir comment d'autres personnes, notamment les artistes, cheminent avec le musée. Vous êtes tous invités, et je remercie le service des relations publiques de la ville de Rennes de nous avoir accompagnés dans l'organisation de cette journée, à un cocktail déjeunatoire qui vous est offert. Il se déroulera alors je précise le lieu, il se déroulera au rez-de-chaussée des Champs Libres, dans une partie de la salle Anita Conti sur la gauche, donc je pense que ça sera fléché. Il faudra bien garder votre étiquette puisque l'endroit nous est réservé pendant ce moment. Vous avez la possibilité, pour ceux qui auraient des départs en fin de journée, avant la visite des expositions, d'accéder librement à l'ensemble des espaces des Champs Libres également. Et puis, à l'issue du programme de l'après-midi dont vient de parler Juliette, nous vous proposerons également avec Manon Six et l'équipe du musée de Bretagne une visite et un cheminement, un parcours dans les Champs Libres à la découverte des différents projets qui composent aujourd'hui ce qu'on appelle, nous, aux Champs Libres, un projet commun, le projet qui s'appelle Exploration urbaine et qui comprend un certain nombre d'expositions ou de parcours. L'exposition temporaire du musée de Bretagne au premier étage, Rennes, les vies d'une ville, qui s'intéresse
s'intéresse à la fabrique urbaine sur un temps très long, sur près de 2000 ans d'histoire, mais également l'exposition et l'installation Vincent Brocker, qui donne la vision par un artiste de la ville et de ses mutations, et puis également le parcours photographique dans la bibliothèque qui s'intéresse au street art ou à un autre résultat de commande artistique sur l'évolution de la ville d'aujourd'hui. Donc nous avons un programme bien chargé. J'espère qu'il correspondra à vos attentes. En tout cas, je vois que nous sommes nombreux aujourd'hui dans cette salle et je nous souhaite à tous de belles rencontres et de beaux échanges. Et j'invite sans plus attendre Patrice Meyerbich à prendre notre place à la tribune. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je m'adresse avec émotion à la communauté des membres de la profession muséale. J'adore cette expression-là. Et je vais vous dire un peu pourquoi, puisque la notion de communauté est une notion, notamment si on dit que c'est une communauté culturelle, c'est une notion un peu explosive en France depuis longtemps. Donc merci pour votre invitation, merci pour les partenaires, merci d'avoir organisé une journée sur ce thème. Dans les discussions informelles que nous avions hier, certains disaient « mais je ne savais pas ce que c'était le droit culturel, etc. » Mais ça fait que 2 ans qu'on en parle véritablement en France. Donc si quelqu'un n'en a pas entendu parler, qu'il se sente tout à fait à l'aise, heureusement, comme la présidente d'ICOMOS l'a indiqué, on les vit. Mais attention, le fait de les nommer n'est pas secondaire. Pourquoi ? Parce que ça implique une clarification. Et je voudrais, dans un premier temps, je dois faire une petite introduction juste au droit culturel, mais à l'os, très, très rapide, indiquer c'est arrivé maintenant depuis l'article 103 de la loi NOTRe, alors que les députés n'avaient aucune idée de ce que c'était encore, n'est-ce pas ? Et que seulement 3 sénatrices avaient introduit le sujet. C'est arrivé tout d'un coup comme une vague, et effectivement pour un grand nombre de personnes, ça devient comme une mode, et avec toute l'ambiguïté du terme. Ça n'est pas une mode, c'est une approche qui est fondée sur les droits humains, sur les droits de l'homme. C'est donc mon premier point. Je remercie encore avant l'organisation ici par l'ensemble des partenaires de la ville de Rennes, de l'agglomération, du département, de la DRAC, qui, effectivement, comme ça a été indiqué par Benoît tout à l'heure, commence à s'engager sur une approche droit culturel, avec toute la difficulté que cela implique, puisqu'il s'agit de réunir tous les acteurs concernés. Donc c'est une approche transversale, c'est une approche qui bouscule, c'est une approche passionnante. Pourquoi ? Parce que, comme tous les autres droits humains, les droits sont aussi des libertés. Donc les droits culturels sont des libertés culturelles et sont des responsabilités culturelles. Une liberté culturelle, c'est une liberté qui est instruite des ressources culturelles qui existent à sa portée et qui est instruite de ses responsabilités. Donc, si vous voulez, ça donne du corps aux libertés. Libertés qui ne sont pas simplement des conceptions négatives, de ne pas être censuré, d'avoir le droit de s'exprimer, d'avoir le droit de s'associer. Mais si on n'a pas des disciplines d'expression, si on n'a pas incorporé une expression gestuelle, une expression corporelle, une expression langagière, une expression artistique, une expression scientifique, une expression dans l'habitat, une expression dans sa cuisine, une expression dans sa tendresse, dans son amour, une expression dans son amour des pierres ou des arbres, eh bien alors sa liberté d'expression, elle ne vaut vraiment pas grand-chose. Donc vous êtes ici, non pas simplement dans des droits particuliers, comme ça a été cité tout à l'heure, le droit à l'éducation et le droit de participer à la vie culturelle, articles 26 et 27 de la Déclaration universelle, mais aussi articles 13 et 14 du pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels de 66 et l'article 15 du même pacte, qui est le droit de participer à la vie culturelle. Notez en passant qu'aucun des députés n'a cité ce pacte, ce qui est pourtant contraignant pour la France depuis très longtemps. Et quand on a recherché la convention de l'UNESCO de 2005, qui n'en dit pas un mot,
parce que nous avions réussi à mettre les droits culturels dans la déclaration de 2001 à l'article 5, mais la Convention s'est de nouveau réduite, disons, à un secteur beaucoup plus, disons, réduit, pour ne pas dire autre chose, du domaine culturel et beaucoup des industries culturelles. Ceci dit, c'est un texte qui va s'ouvrir et on en est content. Donc, si c'est à la fois des droits, des libertés et des responsabilités, ça ouvre effectivement un champ libre, si vous me permettez, un champ libre particulièrement exigeant et particulièrement jouissif, heureusement. La joie, comme toute liberté, est le fruit d'une discipline vécue, incorporée, maîtrisée, lieu de communication et de création. J'aime beaucoup le terme de jouir, n'est-ce pas ? Comme tout le monde, mais non, parce qu'il allie à la fois sa dimension de sensualité et tout ce qui est culturel est sensuel, puisqu'on va chercher la puissance des matières, la puissance des matériaux, la puissance des 5 sens qui convergent ensemble pour donner du sens, pour faire vivre du sens, pour faire circuler le sens à la fois dans notre corps, par tous nos gestes, et donc faire circuler le sens entre nous, et faire circuler le sens entre nous avec les choses, avec les matières, avec les événements, avec les idées. Et ce terme de jouir est un terme juridique en même temps, puisqu'on jouit d'un droit, et donc ça n'est pas du tout secondaire. Et on pourrait dire que ça devrait être un terme politique, et alors là, on n'est pas tout à fait dans la vie d'aujourd'hui, parce que la vie politique, c'est plutôt un peu désastreux, souvent. Je ne parle pas pour la France, je parle en général, les exemples sont nombreux. Et qu'en réalité, la jouissance de la vie civique, c'est ce que pouvait dire Aristote, c'est ce que pouvait dire beaucoup de choses, c'est ce que j'ai vécu au Burkina Faso avant les drames aujourd'hui, eh bien, ça devrait être une immense joie, une immense fierté, parce que c'est une fierté de bien commun. Et je me réjouis de faire le lien avec la conférence d'hier, à laquelle je n'ai pas pu aller, de Cynthia Fleury, mais que j'admire beaucoup, parce que je vais évidemment vous parler des communs, puisque nous parlons de communauté. Donc, il s'agit, en petit point ici, de passer de l'accès à la culture au droit culturel. Pourquoi ? L'accès à la culture, c'est un double flou. La culture, entre guillemets, c'est une notion corvéable à merci, en général soit réduite parce qu'on en fait un département, un ministère, un secteur, avec ses bureaux et ses clés de bureau, soit on en fait quelque chose de complètement flou, comme dans l'expression artistique et culturelle, linguistique et culturelle, religieux et culturel, puisque chacun, dans ses disciplines, considère que lui a l'essence de la culture, de son esprit critique par rapport à la société, et le reste, c'est un environnement avec risque de relativisme. Ça, c'est le premier flou. Et le deuxième flou, c'est de réduire un droit culturel à un droit d'accès. Et là, c'est évidemment extrêmement concret. Le droit de participer à la vie culturelle, ce n'est pas le droit d'accéder à la culture, pour cette double raison. Le droit de participer, vous pouvez le prendre à 3 niveaux. C'est un accès, on ne va pas le nier, bien entendu, c'est fondamental. Et on ne va pas rejeter ce qui a été fait sous prétexte de la démocratisation culturelle. C'est pas honteux, et c'est bien de faire aller tout ce qui est œuvre culturelle, à condition de définir peut-être d'une façon plus ouverte la notion d'œuvre. Mais ça veut dire que vous avez toujours une dialectique, c'est un va-et-vient entre les œuvres et les personnes, seules ou en communauté. Donc vous avez un niveau d'accès, vous avez un niveau de pratique, puisqu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas jouir de ce que j'appellerais dorénavant une ressource culturelle, et non pas la culture, mais telle ressource culturelle, qui est toujours un savoir, qui est toujours une saveur. Donc on a besoin de la pratiquer pour pouvoir l'incorporer. Et le droit de jouir, évidemment, est un droit d'incorporation. Si j'admire une peinture, eh bien, ça entre dans mon œil, et après, je continuerai à regarder avec cette toile de fond,
Et l'expression est très belle, si vous me permettez, parce que c'est une toile qui va donner une profondeur de champ libre, pardonnez-moi les jeux de mots, mais ça vient tout seul ici, c'est trop fort. Et une toile de fond, ça veut dire une profondeur de champ, c'est le mot que je cherchais, n'est-ce pas? Et chaque peinture qui m'a bouleversé me donne une profondeur de champ, de même que chaque roman ou chaque texte littéraire, chaque essai, y compris philosophique bien sûr, eh bien va donner une profondeur de champ à ma conscience. Et ma conscience a besoin de cette distance qu'on appellera recul, mais c'est pas seulement recul, parce que quand je recule, je suis aussi plus près, n'est-ce pas? Je vois mieux. Donc c'est un mouvement permanent, une gestuelle qui fait que l'observateur est un acteur qui est mobilisé par ce qu'il regarde, ce qu'il sent, ce qu'il entend, ce qui le touche. Et qui va donc développer ce que j'appellerais la puissance culturelle. Le droit culturel, c'est que chacun d'entre nous, chaque personne, y compris la plus pauvre, a le droit de s'entendre dire « ton histoire m'intéresse ». Ton histoire m'intéresse non pas parce qu'on est sympa, qu'on s'ouvre, qu'on veut le vivre ensemble, mais ton histoire m'intéresse parce qu'elle a quelque chose d'original. Et ce qui m'intéresse, c'est pas seulement que tu me racontes ce que tu sais maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est que tu ailles chercher ce qui en toi est de plus singulier, de plus spécifique, pour arriver non pas au vivre ensemble, mais à ce que Benoît a rappelé, que je rappelle moi aussi partout. Je suis un bon ambassadeur de Rennes, le vivre en intelligence, qui est tout à fait autre chose. Pour l'Académie française, la notion de vivre ensemble n'est pas bonne, n'est pas belle, et on sent bien que ça fait mal aux oreilles. Il faut mieux parler soit de l'intelligence de vivre ensemble, ou plus exactement de l'art de vivre ensemble. Donc nous sommes ici dans une approche basée sur les droits de l'homme, où chaque droit signifie que chaque individu, chaque personne compte, mais aussi comptable d'elle-même et des autres. Donc droit inséparable de liberté et de responsabilité. Alors j'ai dit très rapidement quelques mots, je n'ai pas le temps de développer sur l'origine des droits culturels qui sont dans l'organisation depuis 1948 des droits de l'homme, droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Et le culturel était la dernière roue du char, puisqu'on a toujours le sentiment que c'est plus grave d'être torturé, d'être censuré, ou d'avoir faim ou de ne pas avoir de toit que d'aller au cinéma ou à l'opéra. Et évidemment, nous sommes en plein changement de paradigme. En gros, depuis 2001, depuis la déclaration de l'UNESCO, avec le lien entre droit culturel, c'est-à-dire accès, je prends maintenant une définition un petit peu plus rigoureuse, le droit d'accéder, de pratiquer, je n'ai pas dit le troisième tout à l'heure, pardon, j'ai oublié, et de contribuer à des ressources culturelles de qualité. Donc le droit d'accéder, de pratiquer et de contribuer à des ressources culturelles de qualité qui sont nécessaires pour vivre son processus d'identification tout au long de la vie. Donc ce n'est pas seulement du droit à l'identité. Personne ne peut garantir le droit à l'identité, pas plus que le droit à la santé. Par voie négative, oui, on peut garantir, et ça c'est plus facile, si quelqu'un porte atteinte, soit à votre identité de genre, soit à votre identité linguistique, soit à votre identité religieuse, soit etc. Bref, à une ressource culturelle que vous estimez, c'est-à-dire qui devient une valeur culturelle et que vous allez utiliser pour dire qui vous êtes, c'est-à-dire pour vous reconnaître. Si quelqu'un vous porte à tête, oui, vous avez une violation brutale du droit et qui peut être condamnée par un tribunal par le biais de l'interdit de discrimination. Donc ça, c'est déjà acquis. Mais quand on transforme ça en droit positif, évidemment, c'est plus compliqué pour dire quelle est la liberté d'expression, d'être dans tous ces domaines. Si le mot identité, vous ne l'aimez pas, il est tellement puissant, tellement fort, tellement magnifique. L'identité, ce n'est pas ce qu'on revendique comme quelque chose de fermé. Mon identité, c'est ma maison hospitalière. Pourquoi ? Parce que mon identité, je la fais à chaque fois avec une référence culturelle. Ma langue, par exemple, ma langue, c'est un grand palais avec plein de pièces, de couloirs, d'escaliers magnifiques, etc. Toutes les phrases, n'est-ce pas, qui permettent de circuler non seulement entre les concepts, mais aussi entre les arbres, puisque chaque mot appelle une chose.
Chaque mot appelle un visage. Et donc à ce moment-là, plus ma langue est riche, je prends la langue orale, mais je vais prendre évidemment la langue dans toute sa corporéité et les différentes langues artistiques et techniques, eh bien, plus ma langue, plus mes langues sont riches, plus ma maison identitaire, si vous voulez, est grande et ouverte, parce que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur d'ouvrir à une autre langue, je n'ai pas peur d'ouvrir à un autre art, je n'ai pas peur d'ouvrir à une autre opinion. Pourquoi ? Parce que c'est tellement riche, il y a encore de la place et on peut construire d'autres maisons. Les mots n'ont pas que 2 ou 3 sens, ils en ont au moins 5 et on peut travailler sur la polysémie comme une polyphonie dans chaque mot qui a sa puissance de communication. Mais si malgré tout ça, vous avez encore quelques réticences avec le mot identité, pas de problème, on en a d'autres en magasin. Prenez le mot reconnaissance. C'est par ces ressources culturelles que nous nous reconnaissons, parce que nous aimons les mêmes peintures, parce que nous sommes éblouis par les mêmes regards d'enfants, parce que nous aimons les arbres, j'y reviens, ou certains, parce que nous aimons l'océan ou le sable, parce que nous sommes tellement attachés à telle révolte d'injustice, par tel combat. Et à chaque fois, une référence culturelle, c'est un lieu d'admiration, et donc de libération, d'émancipation. C'est un lieu qui exige une discipline, parce qu'il faut apprendre, chercher des maîtres et trouver ce lien d'un mot à un autre. Qui va m'apprendre à mieux parler, à mieux écrire ? Qui va m'apprendre à danser ? Qui va m'apprendre à marcher ? Qui va m'apprendre à cuisiner et à goûter ? Qui va m'apprendre à habiter dans tous les sens du mot ? Et donc, à chaque fois, c'est une discipline. Et donc, à chaque fois, sur ces chemins, ces gestes culturels, je vais rencontrer une quantité indéfinie d'amis potentiels. Vous êtes là aux sources de la paix, de la construction de la puissance de paix, et les violations de son droit sont directement une humiliation qui est source de violence. Alors, vous voyez, on n'est pas dans un droit qui est secondaire par rapport aux autres, on est à la racine. Chaque droit de l'homme est égal, puisqu'ils touchent tous directement la dignité humaine. La violation du droit à l'alimentation, ce n'est pas seulement d'avoir faim, c'est d'être condamné à manger n'importe quoi, et c'est donc d'être humilié. Et la même chose pour chacun des droits. Donc chaque droit de l'homme, on le dira avec Amartya Sen et bien d'autres, c'est une capacité. Une capacité de s'exprimer, une capacité de parler, une capacité de manger, une capacité de travailler. Mais les droits culturels sont plus particulièrement une capacité de capacité. Parce que pour manger, pour travailler, pour respecter un environnement, eh bien, vous avez besoin de savoir. Vous avez besoin de saveurs, et pas n'importe lesquels, pas seulement des savoirs techniques, des savoirs incorporés qui vous ouvrent et qui vous font vivre et développer. Donc, lorsque on a avancé en 2001, on a participé à la Déclaration universelle de l'UNESCO. En 1997, on avait fait pour l'UNESCO un premier projet de déclaration des droits culturels qui, en gros, restait dans les tiroirs, mais qui, nous a servi de prétexte à nos recherches de terrain et d'analyse. Quand, en 2007, on a pu publier cette déclaration des droits culturels, dite déclaration de Fribourg. J'en ai plus, je les ai laissés avant-hier au Pays Basque. Mais vous trouvez sur Google tout de suite, si vous ne l'aviez pas. Eh bien, on a repris des éléments qui étaient dispersés dans tous les instruments juridiques existants, vous voyez, simplement pour les synthétiser. Et la déclaration, en termes de droit public, ici, c'est un texte société civile, donc il n'est pas officiel, mais il est parrainé par beaucoup d'experts des Nations Unies et des académies et d'associations militantes. La première qui a adhéré, c'est l'Association mauritanienne des femmes chefs de famille. J'étais très fier de ça. On travaille en Mauritanie sur l'esclavage. Et bien, ce texte, il a sa substance qui fait le lien avec l'ensemble des droits de l'homme, puisque, comme vous le savez, les droits de l'homme ne sont contraignants concrètement que s'ils sont considérés tous ensemble dans leur indivisibilité et dans leur interdépendance.
Ça, c'est pour si quelqu'un dans la salle pensait encore que les droits culturels étaient dangereux parce qu'ils attaquaient les libertés. Évidemment que c'est exactement le contraire, puisque les droits de l'homme s'interprètent les uns avec les autres. C'est un développement des libertés, mais qui implique un lien avec toutes les autres formes de liberté. Voilà, alors on a travaillé avec Gabi Doll-Von-Kemper ici à la rédaction de la Convention de Faro, et la Convention de Faro, la Convention donc cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, dite Faro puisque c'est la ville du Portugal où elle a été promulguée, est passé, je cite ce préambule, reconnaissant la nécessité de placer la personne et les valeurs humaines au centre d'un concept élargi et transversal du patrimoine culturel. Vous avez un double renversement de perspective qu'on n'a pas fait à l'UNESCO, sous réserve de ce qui sera dit cet après-midi, enfin dont je n'ai pas eu connaissance, en tout cas pas en 2005, surtout pas en 2003 avec la Convention du patrimoine immatériel, de dire qu'on n'est pas dans la catégorisation de patrimoine par rapport à d'autres, d'objets patrimoniaux par rapport à d'autres, ce qui peut être nécessaire évidemment dans une perspective administrative ou de conservation, mais avec un certain nombre de limites. Nous sommes dans un renversement. Ce n'est pas d'abord le patrimoine qu'on protège, ce sont les personnes. Autrement dit, le droit au patrimoine. Et donc la Convention, pour la première fois dans un texte international, reconnaît, article 1, alinéa A, de reconnaître que le droit au patrimoine culturel est inhérent au droit de participer à la vie culturelle tel que défini dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc on est passé, si vous voulez, de l'objet au sujet, mais ça n'est pas, et Gabi va en parler tout à l'heure, ça n'est pas au détriment de l'objet, puisque, pour reprendre, on est en plein dans la même logique que le droit à la propriété. Qu'est-ce que c'est qu'un pasteur sans son troupeau? Il perd toute sa dignité, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce que je suis, moi, sans les objets auxquels je tiens? Quand je dis objet, ce n'est pas au sens simplement comme ça. Hein. C'est l'objet, ça peut être aussi une pensée, ça peut être une institution, ça peut être une communauté. Bref, des choses que l'on construit et pour lesquelles on vit, mais qui nous font vivre. Qui, avec pas seulement des effets de miroir, mais qui sont des sources et ressources culturelles. Donc si j'avais aucune source et ressources culturelles, je ne serais rien, n'est-ce pas? N'empêche que c'est moi qui vais lier ou délier, c'est moi qui vais estimer ces ressources pour en faire des valeurs. Alors, deuxième point, ici, c'est droit culturel, patrimoine et bien commun. Je dis que je parlais de bien commun et je fais référence ici aux travaux qui sont les plus cités de l'économiste et politologue américaine Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie, et qui a travaillé sur les commons en disant « Attention, il y a 3 dimensions dans un commun. Il y a une ressource. Alors ça peut être l'eau, ça peut être une culture démocratique. Ça peut être un parlement, ça peut être une philosophie, ça peut être une bibliothèque, un musée. On peut dire une œuvre, mais une œuvre au sens très large, puisque l'écosystème muséal, comme vous dites très justement dans l'introduction à cette journée, l'écosystème muséal, il est clair que c'est une œuvre, n'est-ce pas ? Donc vous avez l'œuvre qu'on peut prendre à un niveau qu'on pourrait appeler micro. Vous pouvez prendre l'œuvre à un niveau méso, c'est-à-dire son écosystème, dans lequel elle prend sens et auquel elle contribue à donner sens. Et puis vous pouvez la prendre aussi à un niveau macro, c'est-à-dire un objet qui est politiquement défini et sur lequel on peut travailler. Parmi ces ressources, vous avez en premier des ressources humaines, et il est mis dans le code de déontologie aussi qu'il s'agit de protéger les ressources humaines, physiques et matérielles, qui vont contribuer, consister les acteurs, disons, de cet écosystème muséal. Donc vous avez besoin d'une ressource, mais ce n'est pas la ressource qui est le bien commun à elle seule. L'eau est une ressource, point. Qu'est-ce qui en fait un bien commun? Il faut qu'il y ait une communauté qui le porte. Et là, on est dans le langage du vieil Aristote. Qu'est-ce qui fait une communauté? C'est un bien commun. Et donc la communauté, ce n'est pas du tout quelque chose de passif.
J'appartiens à une communauté parce que je suis né là et c'est marqué sur mon front. Et je suis démarqué et remarqué en tant que tel. Non, ici, la communauté, dans un sens qui est non seulement compatible avec les libertés, mais qui est nécessaire à l'exercice des libertés, la communauté, c'est le lieu où on fait l'apprentissage des réciprocités, l'apprentissage de la confiance, l'apprentissage du désir. Parce que on est reconnu, on s'y reconnaît. Reconnaissance comme conscience, cet aspect réflexif signifie à la fois une distance et une réciprocité, un aller-retour. Reconnaissance, c'est toujours une connaissance. Hein? Mais une connaissance, dans tous ces sens-là, une connaissance qui est incorporée. Incorporée, elle est en moi, mais elle est en moi parce que quelqu'un me regarde et parce que cette connaissance me permet de regarder. Cette connaissance est, on dira dans le langage, toujours lié à Aristote, mais je le prends en latin cette fois-ci, le langage de la phénoménologie, c'est une intention. Ouais. Je prends ça toujours avec le tableau de Modigliani, Marie, si vous vous souvenez, et bien d'autres. Vous avez là une femme qui, sur la toile, vous regarde, et c'est complètement bouleversé, parce que son regard, c'est le regard du peintre qui la regarde. Elle sait qu'elle est regardée par ce peintre qui a un regard bien particulier qui la regarde, et qu'elle sera regardée par d'autres. Et ça, c'est bien le geste culturel par excellence. Donc, vous avez une ressource, vous avez une communauté patrimoniale. Alors là, l'expression vient de Faro. Je me souviens, je n'étais pas là quand elle était à la réunion où elle a été adoptée. Et tant mieux, parce que j'aurais critiqué et j'aurais eu tort. Et vous êtes dans les définitions. Une communauté patrimoniale se compose de personnes qui attachent de la valeur à des aspects spécifiques du patrimoine culturel qu'elles souhaitent, dans le cadre de l'action publique, maintenir et transmettre. Et donc vous avez ici une communauté volontaire et qui fait qu'on n'appartient pas à une communauté ou à une autre, mais on se réfère à une multiplicité de communautés culturelles. La première de nos communautés culturelles, c'est une famille. Voilà. Alors quand en France on a cette réaction urticaire sur les communautés culturelles, il faut être clair, c'est parce que l'État français a traditionnellement l'habitude de se penser comme la seule communauté légitime, ce qui n'est pas exactement, vous en conviendrez, une démarche démocratique. Nous avons besoin de communautés scientifiques, comme nous avons besoin de cette communauté muséale qui va faire la richesse et la puissance de chacun et qui ne va pas enfermer tout le monde dans un carcan, c'est bien le contraire, qui va déployer des voies d'action, qui va permettre des comparaisons. Et donc il y a un troisième élément sans lequel vous n'avez pas encore de bien commun, une ressource, une communauté patrimoniale et un ensemble de règles. Un ensemble de règles qu'on construit ensemble, comme dans les monnaies du lien, vous savez, les monnaies locales qui sont conçues de cette façon-là. Vous avez une communauté qui tient cette monnaie et vous avez un ensemble de règles. Ici, le cas du code de déontologie joue complètement ce rôle pour notre communauté. Mais alors on a un tout petit problème qu'il faut bien lever ici, c'est comment on se défait du communautarisme qui risque, il n'est pas inhérent, mais les déviations sont toujours possibles. Précisément, on met l'accent sur les droits des personnes. Et dans chacun des articles de la Déclaration des droits culturels, des déclarations de Fribourg, on dit « toute personne seule ou en commun ». Il s'est repris de l'article 17 de la Déclaration universelle sur le droit à la propriété. Toute personne seule ou en collectif, ou toute personne seule ou en commun. Évidemment, le droit de s'exprimer dans là ou les langues de son choix, c'est un droit individuel. Mais je ne peux pas parler tout seul dans ma salle de bain, ce n'est pas très intéressant. Enfin, ça peut se faire, mais ce n'est pas suffisant. Donc je dois échanger. Donc le sujet du droit est toujours un individu, doit toujours pouvoir être un individu au niveau des droits fondamentaux. Oui, mais l'objet du droit, c'est toujours un objet relationnel, un objet de communication, un objet qui permet la jouissance, la reconnaissance. Alors le Code utilise beaucoup le terme de communauté, je m'en réjouis, donc on le chasse d'un côté, mais en fait il est là. Comme une commune, c'est bien une communauté, c'est une communauté politique. Des communautés de communes, c'est aussi des communautés. Un département n'est pas qu'une collectivité territoriale, sinon ça n'est pas de la démocratie, c'est de la bureaucratie. Un département, c'est une forme, un niveau
de communauté politique, de même que la commune, mais aussi une association pour l'environnement ou pour la défense d'un musée, d'un patrimoine, quel qu'il soit, va se constituer en forme de communauté politique puisqu'elle développe d'une autre façon, partielle cette fois-ci, mais un bien commun. Donc il y a les communautés d'origine, au paragraphe 4.3, il y a la communauté, principe 4. Alors là, on ne sait pas laquelle, mais c'est pas grave, ça va en tous sens. La communauté muséale internationale dans le préambule. Et c'est tout à fait intéressant et bien de faire ça. À Mexico, j'entendais quelqu'un qui parlait toujours de la communauté, directrice d'un centre culturel absolument fabuleux. Alors évidemment, je lui demande c'est quoi la communauté, et elle répond ça n'existe pas. Elle venait d'en parler tout le temps, n'est-ce pas, parce qu'il y a un travail communautaire, comme au Québec, on a des réunions communautaires. Et elle parlait tout le temps de communauté, mais c'est la communauté qu'on construit aujourd'hui et qu'on peut refaire demain, parce que là, oui, on a besoin d'un tissu de liberté. Et on n'aime pas trop ça, nous, hein. On parle beaucoup de co-responsabilité. Est-ce que vous avez entendu souvent parler de co-liberté? Alors, je ne peux pas être libre tout seul. J'ai besoin d'être avec des gens libres et intelligents pour être moi-même libre et intelligent. Et donc, le défi, c'est quoi? Alors, je vais choquer quelques-uns. Je dirais c'est l'excellence. Ah, voilà, que je redeviens ministériel. Non, parce que exceller, c'est sortir de la cave. Et donc, on ne peut pas, je disais tout à l'heure, une liberté culturelle ne se développe qu'en maîtrisant, en incorporant une discipline. Et donc, bien sûr qu'on va chercher de l'excellence. Mais évidemment, ce n'est pas quelqu'un qui, de l'extérieur, va vous définir simplement ce que c'est l'excellence. Si vous allez faire une école de peinture, vous faites vos armes, peut-être, ou pas. Et si vous allez chercher des maîtres, mais vous les choisissez. Et donc vous allez chercher le chemin d'excellence qui vous intéresse, celui qui va vous bouleverser, celui qui va vous permettre de dire ce que vous n'arrivez toujours pas à dire et vous sentez que c'est fort, celui qui va vous permettre de vivre quelque chose d'intime, intime au sens latin de ce qui est le superlatif d'inter, intérieur, inter ce qui est dedans, intérieur ce qui est plus dedans, intime ce qui est au-dedans du dedans, et ça peut être purement géographique, mais en fait c'est évidemment symbolique. Et dites-moi pourquoi en français on n'a pas l'opposé, ou presque pas. Hein? Exter, ce qui est dehors, extérieur, le comparatif d'exter, extime, ce qui est le superlatif d'extérieur. Lacan l'a utilisé dans un de ses séminaires, d'autres psychanalystes aussi, et quelques auteurs, mais pas beaucoup encore, et on ne le trouve pas dans les autres langues latines, ou quasiment pas non plus. Et pourtant, c'est un point extérieur, extimiser. Il y a quelque chose qui est au fond de moi. Je dois pouvoir le mettre dans un livre, sur un tableau, dans un film, une photographie, dans une cuisine, dans une maison. Et cette maison va apparaître comme un geste architectural. Ça veut dire quoi, ce geste? Ce geste, il permet de faire qu'il y a quelque chose qui est dedans, qui est secret, que j'ai besoin de voir, et pour le voir, je dois le sortir. Et pour le sortir, ça va être tout un travail qui implique une discipline, parce que faire sortir qu'il y a quelque chose de secret sans le vulgariser dans le mauvais sens du terme, sans le dénaturer, mais en faisant qu'il garde son caractère secret. Et si le livre est publié, le tableau montré, etc., eh bien, c'est pas n'importe qui tout de suite, ça va devenir évident. Non, ça restera comme un coffret, et que j'aurais pu déposer dans l'œuvre quelque chose de ma dignité. C'est ça ? Et déposer, ça veut dire à la fois, ça y est, maintenant c'est déposé, comme dans un coffre, et en même temps, je dépose ce fardeau de la souffrance de dire, du vouloir dire, du désir. Autrement dit, qu'est-ce que j'ai déposé? J'ai déposé un fragment d'universalité. Pardonnez-moi pour le terme ici, mais on est bien, vous trouvez un fragment de poterie, hein, je n'irai pas plus loin devant tant de spécialistes, mais vous avez bien cette idée de fragment qui a une trace de la main et qui appelle non seulement l'ensemble du pot, mais qui appelle son usage et beaucoup d'autres choses que vous savez refaire. Et la notion de fragment, elle est essentielle. Pourquoi? Parce que nous, on oppose, ou bien c'est universel, ou bien c'est particulier. Mais la logique classique a un troisième terme qui est le singulier. Le singulier est une catégorie de l'universel. C'est-à-dire qu'en chacun et chacune d'entre nous, vous avez un fragment d'universalité.
votre dignité, votre humanité, votre féminité, votre masculinité, votre parentalité, etc., votre capacité d'exercer vos libertés et cela. D'où mon troisième et dernier point, rassurez-vous, les liens aux œuvres et au patrimoine. Le droit au patrimoine, avec les autres droits culturels, les libertés de s'exprimer dans la ou les langues de son choix, les libertés d'exercer une pratique culturelle, liberté éducative, comme cela a été dit, mais aussi liberté communicationnelle, et on a beaucoup à dire là-dessus. Le mensonge dans la communication, ça tue tout. Le mensonge politique, directement, quel qu'il soit, à un moment donné, va tuer, au sens cru du terme, n'est-ce pas ? Et là, on a une passivité par rapport au mensonge, que ce soit le mensonge politique, que ce soit le mensonge de la publicité, toutes les formes de mensonge qui est le contraire d'une démocratie et qui ouvre la voie à tous les raz-de-marée, qu'ils soient populistes ou autocratiques. Bref, on est au cœur. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous ment, il vous bousille une liberté, il vous empêche de faire un choix. Notre objet, c'est pas l'objet, si vous me passez l'expression. Notre objet, c'est le lien à l'objet. C'est le lien d'intimité qu'il y a entre un être humain et un objet. Alors, ce lien d'intimité, encore une fois, ça peut être une pensée, ça peut être une idée, ça peut être sa mémoire, la mémoire qu'il a de ses parents, la mémoire des crimes dont ils ont été témoins, peut-être. C'est aussi un objet, et un objet qui pèse lourd, comme vous savez. C'est aussi toutes sortes de valeurs. Et puis, ça peut être une maison, ça peut être un paysage, ça peut être aussi une incitation. Mais ce qui nous intéresse, c'est bien cette intimité. Et une intimité que je dirais qui est à fleur de peau. Un objet physique que l'on aime, on sent, on a besoin de le toucher. Ici, pas pour rien, parce que ma culture, c'est ma peau. Si quelqu'un me touche, c'est superficiel. Mais en même temps, soit pour me caresser, soit pour me frapper, il me touche en profondeur. La langue que je parle, c'est comme une peau. Flatus vocis, à la fois ça peut être rien, n'est-ce pas ? Comme la peau de quelqu'un qu'on injurie. Mais en réalité, c'est par mal. Si j'ai pas cette, comment dire, si je maîtrise pas cette langue, soit la langue orale, soit toutes les autres dimensions de la langue corporelle, la langue orale étant évidemment pleinement corporelle, et des langues artistiques, disons pour simplifier, des langues aussi artisanales, des langues techniques. Eh bien, je ne suis rien, n'est-ce pas ? Donc, tout ce qui est profond est en surface. C'est le principe même du courant philosophique qui s'appelle la phénoménologie, c'est-à-dire la science de ce qui apparaît. Voilà. Et tout ce qui compte apparaît. Mais quand on dit apparaît, encore faut-il savoir le lire. Ici, il y a une multitude de visages qui sont tous absolument fabuleux, mais bien, on ne peut pas regarder. Et on passe constamment à côté de gens extraordinaires, comme quand on fait de l'archéologie, on s'aperçoit que le sol sur lequel on marche a quelque chose d'infini, et la même chose si vous allez sur n'importe quel sol en forêt. Je ne dis pas dans les champs pleins de pesticides, mais dans une forêt riche, eh bien, vous avez de l'infini partout, l'infini qui est dans mon environnement, autour de moi, Umwelt, au milieu, il est aussi au milieu, d'ermite, au centre de soi. Et cette correspondance intime-extime, c'est ça qui fait qu'on peut vivre, c'est ça qui fait qu'on peut véritablement se libérer. La noblesse de l'œuvre, c'est que de la dignité y est déposée. Ça veut dire que toute œuvre est un geste, en réalité. J'ai parlé du geste architectural, on peut parler de la phrase urbaine, on parle de la phrase musicale, et à chaque fois, quand vous avez un objet, c'est un objet qui vous regarde, c'est un objet qui fait bouger votre corps, c'est une intentionnalité, n'est-ce pas ? L'objet, la maison me regarde, le tableau me regarde, le mur, mais aussi la pierre et aussi la falaise me regarde, et donc me change, me transforme, puisque je lui réponds d'une façon ou d'une autre, même si je m'enfuis en courant. Donc il faut passer de la catégorisation administrative à la multidimensionnalité.
Nous, on a cassé les choses parce que dans une administration, on a besoin... Vous voyez, tout est dans tout avec ça, c'est bien embêtant, dans une approche systémique. Et pourtant, c'est la vie. Et quand vous devez faire une administration pour protéger un patrimoine, ça ne va pas très bien. Donc on a, et on a aussi ici dans le code, je vais faire maintenant ma petite pointe de critique, hein, il en faut une, mais je vais rester mesuré pour l'instant. Vous avez patrimoine naturel et culturel, au principe immatériel et immatériel. Naturel et culturel, ça fait un peu mal aux oreilles, parce que qu'est-ce que serait un patrimoine naturel qui ne serait pas culturel ? On peut parler des forêts vierges qui n'ont jamais été coupées, mais enfin elles sont inondées de pluie acide. Et puis si on les aime bien, c'est qu'on les estime. Donc ce n'est pas, encore une fois, la forêt qui est le bien commun. C'est la forêt avec la communauté qui la porte et les règles de son utilisation. Donc un patrimoine naturel qui ne serait pas culturel n'a pas beaucoup de sens. Seulement comme culturel, c'est corvéable à merci, on peut toujours découper quelque chose. Mais ça ne va pas. Il faut remembrer les différents domaines du culturel. Et si on ne fait pas ça, le culturel reste dans les marges, éclaté, en autant de marges. Tandis que, au contraire, si on montre le lien entre art et science, entre art de la vie quotidienne et ce qui va être au cœur d'un opéra, vous prenez toutes les dimensions en pôle comme ça, vous aurez une force politique essentielle, neuve et véritablement révolutionnaire au bon sens du terme, c'est-à-dire une force vraiment démocratique qu'on espère. Alors bon, on peut passer là-dessus. Vous avez encore aussi naturel, culturel et scientifique. Oui, c'est au principe 2, page 8. Naturel, culturel et scientifique. Scientifique, c'est pas culturel. Oui, donc, alors on comprend, hein, c'est l'usage ordinaire des mots, mais il faut reverdir les mots. On ne peut pas faire des bonnes politiques si on n'a pas des bons mots. Mais alors là où je suis plus méchant, c'est patrimoine immatériel. Comment est-ce que vous voulez dire quelque chose si vous faites une négation ? Si vous dites que ce n'est pas matériel, qu'est-ce que c'est ? N'est-ce pas ? Alors si on disait intangible, comme l'autre mot latin utilisé en anglais, est mieux, ça veut dire qu'on ne peut pas le toucher. Mais alors, si vous dites immatériel, il n'est pas seulement intangible, il est invisible, il est aussi inaudible, il est inodore et sans saveur, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui reste ? Rien, rien, rien. Vous pensez bien, quand on dit que la danse fait partie du patrimoine immatériel, ça n'a aucun sens. La danse est tellement physique. Si vous dites que la cuisine fait partie du patrimoine immatériel, mais qu'est-ce qu'il fait, quelqu'un qui fait la cuisine ? Il va chercher les matières, il va chercher les fibres, il va chercher les substances, il va chercher leur odeur, il va les présenter, il va chercher leur couleur. N'est-ce pas ? Et donc, on va chercher, comme Bachelard a tellement bien montré, on va chercher dans la matière ces dynamiques, on va chercher ces dialectiques, on va chercher le dur et le mou, le clair en architecture, interpénétration des espaces intérieurs et extérieurs, on va chercher à montrer la puissance des choses parce que nous sommes tous matériels. Le patrimoine immatériel, c'est une conception stupide de la matière qui fait qu'on dit, puisqu'on n'est pas simplement dans du bâti, on est dans le reste. Ben oui, mais il n'y a pas le bâti d'un côté et le reste de l'autre. Un patrimoine, c'est un ensemble de gestes, d'œuvres-gestes. Vous voyez ? Et si vous les cassez, alors à la Convention de Faro, on ne l'a pas fait. Moi, je suggérerais bien de... Alors, soit on a plusieurs solutions, soit on dit, comme certains États, patrimoine vivant. Comme ça va, on est vivant. Ou bien on revient à un langage un peu plus philosophique, un peu plus compliqué, on va parler de la forme et de la matière au sens de l'illémorphisme grec, mais qui ne signifie pas qu'un objet puisse exister sans matière. Il n'y a pas la forme de la statue et le granit ou que sais-je. Pourquoi ? Parce que quand vous faites une statue... Si vous faites une statue, vous n'allez pas choisir n'importe quelle pierre et vous ne pourrez pas la recopier à l'identique, à moins de prendre une imprimante 3D, mais on n'est plus dans la même chose, on se va. Et donc c'est les veines de la pierre, et de la pierre qui a tellement et tellement d'années d'âge, et de la statue qui est regardée par le soleil et qui va complètement changer de gestualité par rapport à vous, que quand vous la voyez sous la pluie ou dans la pénombre, n'est-ce pas ? Et ici, elle est complètement prise dans son élément-là.
Alors, je n'irai pas plus loin, je m'arrête ici. Et on pourrait travailler, mais on le fera cet après-midi, sur l'élargissement des activités du musée, puisque c'est ici les choses qui se jouent. Éduquer le public, oui, éduquer le public, à condition que le public éduque aussi le musée. Donc vous avez toujours un réflexe dans les droits culturels de réciprocité, mais de réciprocité asymétrique. Ce n'est pas pour noyer les compétences de chacun, mais c'est pour croiser les différents savoirs, y compris les savoirs d'usage, à des fins, je reprends le lexique, à des fins d'études, d'éducation et de délectation, c'est-à-dire de jouissance. Je vous remercie. Bonjour. Et merci à Patrice. Je suis encore toute ivre de tes belles paroles. On va changer un tout petit peu de registre. Et on commence avec quelque chose qui va vous paraître peut-être bizarre, que les œuvres ont aussi des droits. C'est pour ça que j'ai appelé mon intervention de telle manière. Et je tiens beaucoup au sous-titre, l'espace de portée sociale des musées et des objets de collection. En allemand, c'était Sozialer Wirkungsraum. Mais impact, c'est trop militaire, donc c'est portée sociale, sociale parce qu'il y a un fort côté spatial et bien sûr aussi un fort côté social. Les droits culturels de l'homme, vous avez entendu largement parler donc, à travers le discours de Patrice Mayerwich. Ce qui m'intéresse là-dedans beaucoup, dans les droits culturels de l'homme, c'est d'avoir la liberté de choisir de se référer ou non à une ou plusieurs communautés culturelles, qui regardent bien sûr la liberté de l'individu de s'associer là où il voudra être ou elle, donc qu'on n'est pas figé dans une communauté identitaire une fois pour toutes, mais qu'on a le droit de bouger. Mais il faut toujours prévoir un problème. On pourrait ne pas être bienvenu dans une autre communauté à laquelle on aimerait s'associer. Donc, prudence, mais de se référer à ça, c'est un point important pour ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je reviens au concept de l'accès. Là, la déclaration de Fribourg écrit très clairement toute personne, aussi bien seule qu'en commun, a le droit d'accéder, notamment par l'exercice des droits à l'éducation, à l'information, au patrimoine culturel. L'accès, donc. Je me souviens d'un débat pendant la fabrication de la Convention de Faro. Quand j'ai dit accéder, ça ne signifie pas qu'on accède à une chose toute faite, mais qu'on a accès au chantier de la fabrication de l'objet. Et si c'est une fabrication matérielle ou discursive, peu importe. Donc, le droit d'accès, comment accéder? Qui accède? Qu'est-ce que ça inclut? Le droit d'entrée, bon. Le droit de voir, oui. Le droit d'aimer, et aussi pas. Hein? On n'a pas nécessairement besoin d'aimer tout. Et le but de l'éducation ne doit pas être de faire tout le monde aimer tout. On aurait le droit de s'attacher personnellement. On a le droit à l'information et à l'explication, c'est-à-dire de profiter du savoir à l'avance et avancer des curateurs, des sachants, des chercheurs, de toute l'information. Mais on aurait également le droit de parole. On aurait aussi le droit à la contre-parole, de ne pas être d'accord. De ne pas être d'accord avec une présentation, avec une interprétation, avec une étiquette d'objet, ne pas être d'accord, donc la contre-parole, à mon avis, est très importante et elle est, à mon avis, inclue dans le droit d'accès. Le droit de protestation également. Mais si tous ces droits se déclinent, bien sûr, à l'individu, on revient à l'idée du collectif, c'est-à-dire tout cela en compagnie de qui et où. Donc la localisation et la socialisation du droit d'accès se rediscutent à toutes les reprises. Et comment donc, et c'est pour cela que je reviens encore à l'idée de tout cela en compagnie avec qui et où, à l'idée de la communauté patrimoniale.
La communauté patrimoniale, c'est une formule qui propose, un lien qui ne suit pas la logique de groupe identitaire, ni national, ni ethnique, ni culturel, mais qui ne sont pas exclus. Donc une communauté patrimoniale peut très bien être nationale, mais elle peut aussi très bien être du quartier ou d'une profession ou d'un groupe quelconque qui se comprend en tant que communauté patrimoniale. Il y a des gens, et ça c'est important pour la suite de nos débats, se compose de personnes qui attachent de la valeur à des aspects spécifiques du patrimoine culturel qu'elles souhaitent, dans le cadre de l'action publique, maintenir et transmettre aux générations futures. Ça c'est un vouloir. Mais il ne faut jamais imaginer qu'une communauté patrimoniale ne comprend que des personnes égales. Donc, savoir inégal, peut-être lieu totalement inégal. Les gens peuvent habiter ailleurs et s'attacher à un patrimoine dans un autre lieu. Donc, on n'est pas dans l'unité du lieu et du sens, mais on est dans une multiplicité de lieux, d'objets et de partis pris, et on n'est pas nécessairement d'accord. Si vous imaginez toutes les personnes qui ont fait des recherches sur les cathédrales gothiques en France, on pourrait dire que ça fait une énorme transnationale communauté patrimoniale, mais si vous allez dans les détails, vous allez trouver qu'il n'y a pas plus que, parmi tous les experts, il y a des désaccords graves de datation, d'interprétation, tout cela, mais à travers tous ces désaccords possibles, ils forment tout de même une communauté patrimoniale liée par les objets auxquels ils s'attachent. Donc elle est virtuelle. Et elle n'est pas nécessairement, elle ne réunit pas les gens qui sont tous d'accord sur tout. Le droit de responsabilité a été largement discuté par Patrice dans ses réflexions plus généralisantes. Donc on n'a pas vraiment besoin, je pense, d'approfondir ici l'article 4 de la Convention de Faro. J'aimerais donc passer à Patrimoine et dialogue, l'article 5, dont l'ANIAB répète qu'on n'a pas nécessairement à s'attendre à un accord permanent, à établir des processus de conciliation pour gérer de façon équitable les situations où les valeurs contradictoires sont attribuées au même patrimoine par diverses communautés. Comment peut-on imaginer cela s'il y a un désaccord sur un objet récent, s'il y a un désaccord sur un monument historique comme à Berlin? J'ai été introduite comme ayant été la conservatrice du mur de Berlin. Il y avait bien sûr beaucoup d'autres cas de querelles après la chute de ce mur. Donc j'ai eu l'habitude de m'opposer à une majorité de personnes qui n'en voulaient pas de ces monuments historiques, tellement ils faisaient encore peur et qu'ils faisaient encore, ils faisaient partie de quelque chose qu'on voulait faire disparaître. Et c'était mon devoir à moi de dire non, d'ici 10 ans, vous allez nous attaquer parce qu'on ne vous a pas gardé assez. Donc c'est le cas pour le mur. On a gardé très peu et quelques années après, on nous reproche aux monuments historiques de ne pas avoir préservé de plus. Mais déjà, tout de suite après la chute du mur, le sentiment de libération était si fort qu'on n'en voulait plus voir une miette. Et puis, il a fallu s'articuler en controverse contre la société, contre la majorité des politiciens, pour dire que les différentes communautés, donc d'une part ceux qui se trouvaient libérés du mur, et d'autre part ceux qui savaient que d'ici peu on allait vouloir s'en souvenir, c'était une opposition naturelle en quelque sorte, et qui s'est d'ailleurs posée gentiment parce que maintenant tout le monde est d'accord que ces vestiges du mur sont ultra précieux. Mais il y a 30 ans là maintenant bientôt de son ouverture, ça prend du temps. Donc la Convention de Faro est assez intéressante à appliquer dans les cas conflictuels. Parce que, bien sûr, elle a été rédigée par nos expériences aussi de patrimoine conflictuel et pas du tout consensuel.
Encore une fois, cette idée de l'accès qui a été largement discutée déjà par Patrice et aussi par moi-même. Donc je pense que c'est le dernier alinéa encore qui répète l'idée de la liberté de s'attacher là où on voudrait. Donc, à prendre en considération la valeur attachée au patrimoine culturel auquel s'identifient des diverses communautés patrimoniales, peut-être pour des raisons diverses et variées. C'est à encourager chacun à participer, donc c'est seul ou en commun, au processus d'identification, d'étude, d'interprétation. Donc s'il y a quelqu'un qui dit que ça, c'est mon patrimoine, et moi je dis que ça ne correspond pas aux catégories de la loi, mais ce n'est pas moi qui suis dans le tort, dans la vérité gestionnelle ou gestionnaire, mais c'est la personne qui est dans la logique d'un attachement personnel à un objet. Et c'est à moi de réfléchir comment je peux prendre en compte une telle prise de position par rapport à un objet, un lieu, un bâtiment, une chose. Donc, si on invite à la participation, on aura des problèmes. Et c'est ça qu'on devrait avoir. Hein, c'est pas du tout pour ne pas avoir de problème qu'on devient conservateur de patrimoine dans ce monde. Les droits de l'œuvre. Là, on a débattu hier soir et Patrice disait qu'une œuvre ne peut pas avoir de droits parce que les droits sont bien sûr relationnels. Mais pour un instant, je vous invite à imaginer que l'œuvre pourrait avoir des droits. Je ne sais pas combien de vous sont peut-être restaurateurs, curateurs, curatrices, restauratrices. On touche l'œuvre, on parle à l'œuvre, hein, on lui donne un nom. Il y a comme une communication intime avec l'objet duquel on s'occupe pendant peut-être très longtemps, surtout pour les restaurations complexes. C'est-à-dire comme ça que, bien sûr, c'est toujours relationnel et ce n'est pas l'œuvre toute seule. Je ne veux pas essentialiser l'œuvre en tant qu'entité vivante, mais l'œuvre même est animée par, bien sûr, la projection de la personne qui a affaire à l'œuvre. Mais tout de même, à côté de ce côté relationnel entre une personne qui s'occupe de l'œuvre et l'œuvre elle-même, on doit prendre en compte dans toute argumentation et toute manœuvre, et surtout dans ce qu'on va discuter plus tard, donc tous les problèmes de restitution discutés chaudement actuellement, pas qu'en France, aussi en Allemagne. Il faut respecter l'œuvre en tant qu'entité matérielle, formelle et sémantique. C'est pour cela que je vous propose de prendre en considération l'idée que les œuvres puissent avoir des droits et que tout objet de musée a le droit de voir pris en compte son statut matériel dont on s'occupe, son statut formel qu'on regarde, son statut légal, à qui ça appartenait, à qui ça appartient, juridique et culturel. Donc il ne s'agit pas seulement de l'écrit, mais aussi du réclamé, des gens qui disent que c'est à nous, et même s'ils ne sont pas propriétaires légaux, ils sont peut-être propriétaires culturels. Dans la musique, par exemple, de Hawaï, par exemple, elle a été appropriée par les grandes entreprises de production de musique en Amérique et que finalement les Hawaïens devaient payer des droits pour faire leur musique. C'est un cas très radical de patrimoine culturel, propriété culturelle de musique et propriété juridique des grandes maisons de disques en Amérique. La statut temporaire, donc dans quelle période de son existence se trouve l'œuvre maintenant, et son statut, et ça c'est le statut clé, le statut sémantique. Et c'est pour cela aussi que j'aime beaucoup le titre du lieu où je me trouve, le champ libre. Dans une base de données, le champ libre, pour moi, c'est le champ sémantique. C'est-à-dire, c'est le champ dans lequel on écrit ce que ça signifie. Hein, alors, qui écrit ce qui ça signifie le champ libre? On ne peut pas dire n'importe quoi, hein. Il y a quand même des sottises, ça c'est vrai. Il y a aussi du faux et du faussé, mais c'est aussi négociable. Et quelle est la différence entre une erreur et une chose faussée? C'est dans l'intention
de la personne peut être de mentir, mais autrement, on ne peut pas dire la différence entre erreur et, alternative fact, qui est un mensonge. Le statut sémantique, c'est la clé pour, je pense, toute une pratique muséographique et aussi une pratique, bien sûr, de patrimoine culturel en général, parce que pouvoir dire ce que ça signifie, en France, il y a le beau mot droit régalien, comme s'il y avait encore un roi. Le droit régalien de dire ce que ça signifie. En allemand, on appelle ça Deutungshoheit. Et Hoheit, c'est aussi de la souveraineté de dire ce que ça signifie. Voilà pourquoi je vous propose d'adopter cette idée de statut sémantique pour le moment. Et maintenant, une suite de 4 petits exemples pour vous expliquer comment je voudrais vous faire comprendre mon travail à Berlin et ce que ça peut signifier dans une pratique de musée et de traitement et de publication de travail sur les objets. Le droit de l'œuvre à la banlieue. Normalement, il y a des choses qui ne sont pas dans les banlieues, qui sont dans les métropoles, dans les musées, bien scellés, bien fermés, bien au sec, bien en sécurité. J'avais initié un projet d'étude dans mon institut de planification urbaine. D'ailleurs, mes étudiants sont planificateurs, pas historiens de l'art. On avait l'idée d'extendre le concept du Humboldt Forum. Je ne vais pas vous montrer notre brand new château. Nous avons un château baroque tout neuf à Berlin qui va accueillir le Humboldt Forum tout neuf à Berlin. Et ce Humboldt Forum qui va surtout mettre à l'abri dans ce bâtiment néo-baroque les collections d'art africain et asiatique. Et on l'appelle Humboldt parce que Humboldt avait beaucoup voyagé. Et le Humboldt Forum a une genèse trop complexe pour dire ici. Alors, le concept de mes étudiants et de moi-même, c'était que le Humboldt Forum devrait être la ville entière et pas ce château faux baroque. Comme ça, on a eu cette idée d'extendre donc l'espace d'impact ou d'action sociale dans la ville, d'exporter les œuvres. Donc, on exporte une œuvre de la collection dans le musée, qui était autrefois encore à Dahlem, donc dans une très belle banlieue de Berlin-Ouest, un lieu où il y a des villas, où il y avait ce musée, de les exporter dans d'autres lieux et dans des lieux où normalement jamais de la vie on les verrait. C'était un petit peu, comment dire, pas très vraisemblable qu'on allait pouvoir le faire parce que les œuvres sont très très précieuses. Mais ce qui est intéressant, c'est le choix qu'ont fait les étudiants, quoi exporter où. Parce qu'ils ont voulu exporter les œuvres du musée dans les lieux les plus invraisemblables ou alors des lieux vraisemblables. Comme par exemple, première image à gauche, en haut, c'est les figurines Ouli qui ont double sexe, qui sont féminins et masculins à la fois. Et l'idée du petit groupe d'étudiants, c'était de l'exporter dans une petite galerie qui se trouve dans le quartier de Nollendorfplatz, où il y a les lieux de rencontre des gays et pas très loin de là aussi les lieux de rencontre des lieux transsexuels. Donc l'idée de mettre une œuvre transsexuelle dans un lieu transsexuel en ville, là ça vient de très loin de la mer du Sud, mais mettre ça dans une ville pour montrer que cette idée du transsexuel existe dans l'art et elle existe dans la réalité. Bien sûr, totalement impossible de le faire en réalité parce que coût d'assurance aurait été extrême et bien sûr on nous déclarait fous, mais c'était pour ça qu'on avait inventé cette idée. Le champ libre, là, le concept, c'était pour déposer des œuvres au choix dans les bureaux de l'office où doivent se rendre les non-berlinois, donc les non-germaniques, qui viennent d'ailleurs pour leurs problèmes de visa. Donc de mettre dans une vitrine d'exposition des objets de musée pour que les musées de Berlin puissent dire aux gens qui arrivent et qui ont peur de pouvoir rester qu'ils seront bienvenus dans les musées et qu'on leur offrait quelque chose, mais les étudiants n'ont pas voulu prendre des décisions. C'est pour ça qu'il y a le point d'interrogation.
Il faut se concentrer maintenant sur l'image au milieu, qui est une image de culte d'Indiens nord-américains et sud-canadiens, parce que c'est là-dessus qu'on a pu continuer notre action. Et figurez-vous que les étudiants ont réussi à convaincre le maire et la conseillère culturelle de Marzahn, qui est le dernier lieu où vous allez aller, si jamais vous venez à Berlin, parce que c'est à l'extrémité est, c'est des Plattenbauten, hein, donc c'est architecture préfab lourde des années 80, période RDA. Il y a une très belle maison de la culture, et dans cette maison de la culture, le maire et la conseillère culturelle et la bibliothécaire et mes étudiants ont réussi à exposer un objet de la collection d'art nord-américain. Et pourquoi ce choix ? Ils ne voulaient pas importer un objet identitaire. Et puisqu'à Marzahn, maintenant, il y a aussi une multitude d'ethnies, ils ne voulaient pas importer ou exporter à Marzahn un objet auquel une communauté allait peut-être s'attacher plus qu'une autre, et on aurait en effet pas voulu. Donc ils ont choisi un objet indien, indien nord-américain, parce que normalement à Marzahn, il n'y a pas d'Indiana. Pour être sûr qu'il n'y a pas d'attachement identitaire. Parce que l'idée, ce n'était pas du tout de jouer sur l'identitaire, mais de jouer sur quelque chose totalement autre, qui allait attacher tout le monde de manière égale. Et pas qu'il y ait un privilégié ou des privilégiés ou des exclus dans ce coup. C'est un masque du potlatch, de cette fête où on s'offrait, et au Canada ça a été interdit, en Amérique ça a été interdit, et puis c'est ranimé depuis les années 1950. Des actions trop complexes à expliquer ici, mais l'idée du masque, c'est qu'il s'ouvre et qu'il se referme dans un rite qui fait partie de la fête du potlatch. Donc elle a deux faces. Et elle a été exposée, une copie, pas l'original, ça aurait été absolument impossible, mais il y avait une très très belle copie. Elle a été exportée donc à Marzahn. Vous voyez l'inauguration avec le maire, à droite, chemise blanche, avec le chef, la seconde personne importante du musée d'ethnographie, et mes étudiants ultra fiers à gauche qui ont réalisé tout cela. C'est pas moi, c'est eux qui ont négocié tout. Et puis, pour achever le succès, pour vraiment réussir, pas achever, excusez-moi, on a eu un débat, une soirée dans la Maison de la Culture sur ce masque, sur le Forum Humboldt à Marzahn avec le maire et avec M. Partzinger, qui est le président de la Fondation des collections prussiennes, donc le chef de tous les musées à Berlin, qui est venu à Marzahn. J'ai appris que son chauffeur n'avait aucune idée comment on allait à Marzahn. Il fallait... et le système de navigation ne marchait pas. Mais bon, un de mes étudiants leur a dit comment il fallait faire. Donc on a eu un événement culturel à Marzahn, dans la Maison de la Culture de Marzahn, avec un objet, une copie, qui venait de la collection des œuvres d'art et de culte nord-américains. Et ça nous a montré que le Humboldt Forum pouvait en effet s'extendre dans la ville entière. Et les écoliers qui ont assisté et collaboré aux ateliers offerts par mes étudiantes ont reçu un cadeau à la fin. Je vous montre ça. C'est une carte postale à 3 dimensions. Donc on la bouge et ça s'ouvre, ça ferme, ça s'ouvre, ça ferme en fonction des mouvements qu'on fait. Et chaque enfant a maintenant chez soi cette carte postale. Et ça pourra, c'est comme une petite communauté patrimoniale à devenir. Ou peut-être on pourrait déjà dire que c'est une petite communauté patrimoniale dont nous ne savons rien, mais elle est peut-être formée à base de ce travail et du don de cette carte postale. Deuxième action, Multaka. Quelqu'un a parlé de Multaka? Vous avez entendu parler de ça? Multaka, c'est un mot arabe. Ça signifie lieu de rencontre.
Multaka a été inventé par le directeur du musée d'art islamique, qui est abrité aussi dans le Pergamon Museum, en 2015, quand il y avait cette énorme vague de réfugiés qui arrivaient de l'Irak et de la Syrie dans cet été. Et il a inventé l'idée d'inviter des réfugiés, de les former pour qu'ils deviennent guides, pour qu'ils guident en langue arabe d'autres réfugiés. C'est ça Multaka. Qu'est-ce que c'est comme action? C'est le directeur de musée qui a cette idée, qui la réalise et qui cède le droit régalien de dire ce qui signifie les choses, là où elles sont maintenant. Il est transmis aux acteurs qui viennent d'ailleurs et qui parlent arabe. Donc, monsieur le directeur parle aussi arabe. Mais les autres, les autres gens des musées à Berlin ne parlent pas arabe. Donc on n'a aucune idée de ce que peuvent dire peut-être ces guides, mais puisqu'on leur apprend les faits, l'information et tout, et ils transmettent, pas une transcription, c'est une translatio en quelque sorte. Une translation, ils sont interprètes dans une autre langue des objets qu'on leur a donnés, et bien sûr que après la formation, ils sont tout à fait savants dans leur matière. Et pour vous dire que ce n'est pas que au musée d'art islamique que ces personnes à langue arabe vont accueillir des groupes de réfugiés ou non réfugiés, de voyageurs de langue arabe, mais il y a aussi au Bode Museum, qui comprend une très belle collection d'art byzantin, et aussi au musée d'histoire allemande, le Deutsches Historisches Museum, où ils font des visites guidées. Et ce n'est pas qu'en 2015, 16, 17, mais ça continuera encore pendant les années. Et je me suis renseignée, il y a 4 visites guidées par semaine. Il y a des visites guidées en arabe et aussi en allemand maintenant, par cette équipe que vous voyez là. Ce sont des architectes, des archéologues, des personnes d'autres disciplines formées dans Multaka. Voilà, photo de groupe. Au milieu, c'est le directeur avec son fils. Et le petit groupe devant le fameux portail de Mshata de Jordanie, objet de fierté du musée d'art islamique à Berlin. Et voilà, Sam Karim Mohamed, qui est architecte, qui vient de l'Irak. En principe, le portail d'Ishtar est de chez lui. Il est très, très heureux de le voir là à Berlin, parce que là, il est entier. Pas entièrement comme il a été là-bas, parce que c'est un montage muséographique, mais c'est tout de même l'objet. Donc c'est lui qui explique aux gens qui viennent de l'Irak, réfugiés, ce lieu à Berlin. Et voilà. Zoya Mazout, ma doctorante, je suis très fière d'elle, qui est architecte et syrienne elle-même, elle n'est pas d'Aleppo, et elle explique ce que nous appelons la Aleppo-Tzim, mais ça ne serait pas une chambre, mais la salle d'accueil de la maison Vakil d'Aleppo, un groupe de réfugiés. Et la chose importante pour cette maison, c'était que c'est dans le quartier chrétien d'Alep. Et ça a été commencé en 1601, mais bon, il y a des panneaux en bois ajoutés au XVIIIe et même au début du XIXe siècle. Et regardez de près, il y a un motif chrétien. C'est tout à fait à l'intérieur d'une maison syrienne chrétienne d'Alep, qui est maintenant au musée d'art islamique et qui est montrée par une guide en langue arabe aux visiteurs de langue arabe réfugiés musulmans. Donc ça, c'est Multaka. Alors, je vous invite à regarder. C'est des intarsies. Donc, c'est pas peint, c'est des boiseries colorées et bien sûr aussi peinture par-dessus, c'est vrai. Donc, ça a été acheté en 1912 par un homme riche. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire le prix qu'il a payé.
et si ça a été un achat juste ou pas juste, pour juste un clin d'œil sur le problème des achats dans l'Orient ou dans l'Afrique. La chose que j'adore et que je vous invite à voir, et maintenant il faut aller vite parce que ça durera plus très très longtemps, c'est l'exposition temporaire Unvergleichlich, incomparable, dans le Bode Museum, qui a été inventée par les 2 curateurs de collections d'art africain de Dahlem, Jonathan Fine et Paola Ivanov, qui ne voulaient pas que leurs objets restent dans les boîtes pendant 3 ans. Et puis ils se sont mis ensemble avec le curateur de Bode Museum, Julian Chapuis, et ils ont inventé cette idée d'exposer temporairement des objets africains dans le musée d'art et surtout de sculpture médiévale et de Renaissance dans le Bode Museum. Et c'est totalement unvergleichlich, incomparable, mais il propose tout de même des comparaisons, et ça crée, à mon avis, un autre regard totalement pour tous ceux qui se rendent dans ce musée. Souvent pour aller l'art africain, aller voir, ils voient bien sûr aussi l'art médiéval européen, et dans l'autre sens, ceux qui viennent voir, par exemple, les apôtres de Tilman Riemenschneider, ils ne pourront pas passer sans voir les œuvres africaines. Donc c'est une invention que je vous invite d'appeler invention de communauté d'œuvres, parce que les œuvres forment une nouvelle communauté et ça ouvre des espaces d'association inouïs pour les visiteurs. C'est comme ça que ça s'affiche, Unvergleichlich, Kunst aus Afrika im Bode Museum. Et c'est exprès que l'un tête en bas, tête en haut, c'est comme ça qu'il se présente sur le web. Si vous googlez Unvergleichlich Bode Museum, vous en aurez plusieurs. Et voilà comment ça se présente dans l'espace. Dans la très belle basilique, c'est le plus bel endroit du Bode Museum et de tous les musées, je trouve, à Berlin. C'est la basilique où il y a des œuvres d'art de Florence, donc de la Renaissance, très très précieuses. Et à l'entrée, on a cette confrontation. À gauche, c'est un puto de Donatello. Et à droite, c'est une reine, déesse du Bénin. Le Donatello 1460, je pense, pour la déesse reine du Bénin, 16e siècle, dit-on. On ne peut jamais vraiment dater tout à fait à pile ces objets. Donc de même taille, de même matériaux, bien sûr comparables et incomparables à la fois. On peut regarder le style si on veut, on peut regarder le traitement du bronze, on peut regarder plein de choses et on peut aussi regarder de derrière, ce que je n'ai pas fait là pour vous montrer, parce que sur le dos de la statue du Bénin, il y a deux chiffres d'inventaire blancs sur l'objet même, qui, bien sûr, parce qu'il n'était pas considéré œuvre d'art, on mettait le numéro d'inventaire sur l'objet, sur le dos. Et je sais que ça a enragé certaines personnes. Et une de mes étudiantes a dit, mais ça fait partie, bien sûr, de la biographie de l'objet dans les collections, ces numéros. Mais on pourrait peut-être imaginer qu'un jour ou l'autre, on aurait suffisamment travaillé ce sujet-là. Alors on pourrait peut-être enlever ces chiffres blancs et les mettre en dessous, et puis l'objet serait libre. Ça, c'est mon lieu favori. C'est la salle où on expose les sculptures d'art médiéval de la période romane tardive en Allemagne. Et vous avez là un objet au milieu, c'est une figurine qui garde un reliquaire. Avec cette espèce de queue, ces sculptures sont posées sur le bord d'un panier dans lequel on aura des ossements. C'est leur fonction de garde relique. Et puis à gauche, un masque tous les deux du 19e siècle, qui sert en tant que représentation et symbole de justice, et aussi peut-être de juge
et peut-être même de punition. Alors c'est un masque grave. Ce qui m'intéresse là-dedans, tout à fait européenne que je suis, c'est les valeurs esthétiques. Parce que bien sûr, d'une part, il y a du comparable dans le sens, dans la typologie, dans le titre, dans l'usage, mais il y a aussi des correspondances ou non-correspondances au niveau esthétique. Et c'est pour cela que ce calme absolu qui se crée quand on est comme ça devant ces choses-là, c'est ça qui m'a totalement saisi et ce que j'ai essayé de photographier et pour vous le montrer. C'est au niveau, comment dire, c'est pas un niveau non cognitif, parce que la cognition se fait par appréciation et regard sur les formes et sur ce que les formes, comment dire, exhalent comme ça, sans, comment dire, sans précision sémantique. Parce que ce n'est pas la précision sémantique à ce cas que je trouve, pour moi, le point d'attrait. Ici, donc, l'impact que ça peut avoir pour vos yeux, cette figure commémorative avec jumeaux, là à droite et à gauche, c'est des personnages identiques qui sont protégés par les mains du personnage assis. Et c'est associé avec une Schutzmantelmadonna, donc une Madone avec un grand manteau sous lequel se réfugient les personnes qui sont protégées par elle. Donc ça, c'est l'analogie thématique. Mais ce qui m'intéressait dans cette photographie que j'ai prise, c'était justement l'impact de cet objet africain dans la collection d'art médiéval, qui pourrait gêner. Mais du coup, quand on y va, ça ne gêne pas. C'est une aventure. Et c'est extrêmement intéressant. Et moi, je regrette déjà le départ de ces œuvres au Humboldt Forum. Mais bon, moi, j'aime pas le Humboldt Forum, mais ça, c'est... alors, pour vous parler des communautés patrimoniales formées par cette exposition extraordinaire, je vous montre un lieu d'exposition qui est en sous-sol, qui est plutôt didactique, avec des vitrines, pour vous montrer qui vient. Moi, j'ai demandé autorisation de photographier aux personnes que je prends en photo dans les galeries, jamais sans autorisation. Donc, ce jeune homme à droite, de peau noire, il est de Cuba, un cinématographe qui était là avec son amie blonde, que vous voyez là en regardant un masque du Gabon. Et ils étaient en train de débattre ce qu'ils allaient associer tous les deux avec ça, parce que, bien sûr, que le jeune homme qui vient du Cuba est descendant d'esclaves africains, et elle, bien sûr, pas du tout. Donc, qu'est-ce que ça donne comme conversation? Ils étaient en train de bavarder, et puis, bien sûr, que j'ai pas pu assister à cela. Pour ajouter encore une toute petite anecdote, j'ai une amie, mon amie Carola, qui a la passion des marchés aux puces. Elle y va tous les samedis et les dimanches, et elle me parle de deux Africains qui vendent des sculptures. Elle leur a dit, bon, alors, c'est pas vraiment ce que j'aime dans mon style, mais je vous dis que demain, je vais aller au Bode-Museum avec mon avis voir l'exposition Unvergleich. Ah oui, ils ont dit, on adore ça. Donc, les Africains y vont, paraît-il, aussi. Ceux qui font des sculptures, c'est assez évident, parce que s'ils vendent des sculptures, ils devraient s'intéresser à cela. Mais c'était eux qui aimaient aussi beaucoup le Bode-Museum et l'exposition incomparable. Dernier exemple, je pense qu'il y a une personne qui va reconnaître. J'étais au mois de novembre à Saint-Denis. Et j'ai proposé un petit exercice qui s'appelle, d'après la personne qui l'a inventé, Curatorial Dreams. C'est une femme qui travaille au Canada et j'ai appris ça à Montréal en excursion. Curatorial Dreams à Saint-Denis au mois de novembre. Donc j'ai appelé ça une communauté passagère autour d'un objet en visite, que j'ai amené bien sûr pas matériellement, mais en diapositive là. C'est un portrait qui a eu un autre nom, c'est Portrait of a Slave Woman, et puis Portrait of a Haitian Woman, ou Portrait of a Negro Slave. Pour être plus correct, on l'a maintenant appelé Portrait of a Haitian Woman, fait par ce François Malépard de Beaucourt. Et c'est le portrait de l'esclave qu'ils avaient acheté au service de sa femme, du peintre, à Haïti, avant de s'amener tous à Montréal, où ils ont vécu
Et la dame portraiturée y a vécu assez longtemps et on connaît ses traces. Donc cette peinture-là, on nous l'a offerte pour inventer quelle exposition voudriez-vous monter autour de ce tableau-là et où. Et moi, j'ai répété le setting en l'amenant à Saint-Denis. Quand j'ai décidé, je n'étais pas encore au courant d'une chose que tous ces gens qui connaissent bien Saint-Denis doivent connaître par cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes à peau noire à Saint-Denis et beaucoup de ces personnes sont des descendants d'esclaves qui sont venus des dom-toms. Donc, pas de l'Afrique en direct, mais de Haïti, de la Guyane, des Caraïbes. Ici, c'est un monument commémoratif que j'avais rencontré sur un square jardiné. Toutes les petites médailles commémorent le nom donné à une personne qui devenait esclave et le nom qu'ils avaient, ou alors leur provenance. Le Gabon, par exemple. Alors, Nalzi a été appelée Alphonsine et elle avait le numéro 273. Il y a un registre sur lequel cette œuvre a été fabriquée. Donc, comme ça, j'ai compris qu'il y a un lien très fort entre Saint-Denis et les Caraïbes, que je ne savais pas auparavant, quand j'avais choisi cette peinture. Alors, la peinture, du coup, a été discutée beaucoup dans ce groupe qui était là pour imaginer de fonder un pôle patrimonial à Saint-Denis. Donc, pour la plupart, ils étaient archéologues, dont Mathieu Écrabet, qui habite et qui est de Saint-Denis. Et on se mettait à discuter comment elle nous regarde, cette femme, comment le peintre l'a faite pour qu'elle nous regarde comme ça. Et puis lui, il était en train de travailler sur son portable. Et puis il sort, hop, il avait trouvé le site web Princesse Foulard pour nous dire que les nœuds du foulard de la jeune femme portraiturée, c'était un code. Et moi, j'ai cherché Princesse Foulard. Vous suivez le lien, vous allez la voir. Il faut savoir qu'en Martinique, l'esclavisme a introduit l'interdiction du chapeau. Le foulard s'instaura donc comme une véritable coiffure. Les différentes manières de nouer son foulard indiquent sa situation amoureuse. Voilà comment décortiquer le code si celui vous est inconnu. Un foulard en pointe signifie que vous êtes disponible. Votre cœur est à prendre. Si vous présentez 2 pointes, cela signifie que vous êtes déjà prise, mais pourquoi pas? 3 pointes, c'est l'engagement total. Vous êtes une femme mariée, vous n'êtes pas disponible. Avec 4 pointes, vous prenez bien quelques amants. Dans toute la recherche autour de ce tableau à Montréal, personne n'avait décodé le code des pointes. Et peut-être que ça signifiait vraiment rien. Mais peut-être que ça signifiait, on ne sait pas. Donc c'est là le truc du champ sémantique qu'on ouvre. Parce qu'on ne peut jamais être sûr qu'il n'y aura pas quelqu'un qui en sache une chose que vous ne savez pas encore. Et voilà la fin de mon intervention. C'est quand même plus joli comme ça. Alors maintenant, oui, parce que là maintenant il y a les intervenants. Je reste un petit peu présente. Alors, je propose, effectivement, vous avez bien rattrapé l'horaire, en tout cas le timing est tenu jusqu'à présent. Je propose quand même, vu la richesse et la densité des interventions, s'il y a quelques questions pour Patrice et Gabi, de les poser. Et puis voilà, alternativement, s'il y en a qui veulent faire la pause pendant ce temps-là, je vous y invite. En tout cas, voilà, une dizaine de minutes de questions et ou de pauses. Alors, est-ce qu'il y a des questions tout de suite? Bon, s'il n'y en a pas et que vous sentez un petit peu, on va dire, rebondir sur des aspects très opérationnels, on pourra peut-être à ce moment-là prolonger les questions du coup des 2 intervenants liminaires avec... Alors, il y a déjà une question, on va au moins la poser.
Est-ce qu'il y a un micro en haut, à gauche de la salle? Alors, si vous pouvez, oui, j'aurais dû le préciser, pour tous les temps d'échange et d'intervention, vu que notre journée est enregistrée et filmée, je vous demanderai de bien vouloir vous présenter et de dire d'où vous parlez, soit votre métier et où votre institution. Ça marche. Bonjour, William Lejoigny, je travaille à l'Espace des Sciences. Je suis médiateur, coordinateur. Et je me posais une question quant à la diffusion des œuvres dans Berlin. Est-ce qu'il y avait une médiation autour de ces œuvres, des cartels ou une personne qui présentait ces œuvres aux personnes qui passaient, ou est-ce qu'elles étaient disposées comme ça et que c'était aux gens de réagir un petit peu? Merci. Alors, dans le Bode Museum, il y a des explications comme ça très grandes, toujours avec une reproduction des deux œuvres, pour bien voir qu'il y a un rapprochement de deux choses. Et il y a sur chacun des objets, parce qu'ils ne sont pas nécessairement avoisinants, mais sur un mur, sur un autre. Et puis là, il y a texte. Et puis, il y a visite guidée. Mais moi qui suis jamais les visites guidées, il y a aussi un truc là qu'on peut mettre à l'oreille. Moi, j'ai horreur de ça. Donc, je ne sais pas ce que ça dit, mais ça dit certainement des choses. Donc, il y a explication. Il y a un grand panneau aussi explicatif à l'entrée de l'exposition maintenant pour avertir qu'il y a un problème de regard, il y a un problème d'exotiser ou de désexotiser. Et surtout, la provenance des œuvres est aussi thématisée, parce qu'on est ultra sensible maintenant à tout cela. Donc, on n'échappera pas sans apprendre. Est-ce qu'il y a une autre question pour nos intervenants? Eh bien, écoutez, si pour l'instant ça reste, on va dire, timide, je propose du coup aux intervenants de la table ronde à suivre de commencer à se préparer. Et je remercie Patrice Meyerbisch et Gabi Dolf de nous avoir livré ce panorama général et voilà, cette première approche qui va nous permettre à présent de rentrer plus avant au travers d'un panel assez large d'expériences et de cas pratiques. Merci. Et donc, on reprend d'ici 5 grosses minutes.